Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, je vois quelqu'un qui... Adrien est là. Thierry est là. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je reçois l'invitation de Thierry. Thierry Omeyer aujourd'hui, légende du sport français, qui nous rejoint et qui va nous parler de sa passion pour le paddle. Thierry, bonjour. Bonjour Romain. Comment ça va? Bah, écoute, très bien. Et Tu toi? m'entends bien? Ouais, ouais, très bien. Et toi? Tu Bah, m'entends bien? écoute, super, au top. Écoute, Ok. pas de problème de connexion. J'ai beaucoup de vent sur Barcelone, mais a priori, la Wi-Fi gère. Bon, en ce moment, c'est le plus important quand même. Sans Ouais, Wi-Fi, on aurait été mal sur ce confinement, hein. ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, dis-moi Thierry, avant de commencer, je voulais chaleureusement te remercier d'être parmi nous. T'es une légende du sport français, accessible, sympa. Tu vas nous parler en plus de toi, de ta carrière évidemment, mais aussi de ta nouvelle passion pour le paddle. Donc pour nous, c'est une fenêtre exceptionnelle que tu nous offres. Donc je voulais sincèrement te remercier. Bah, écoute, avec plaisir. Je te remercie J'en toi aussi pour ton invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger voilà, sur mon sport, mais aussi bien sûr sur le paddle, un sport que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà, moi je suis un passionné de tous les sports, donc c'est toujours voilà, très sympa de pouvoir échanger avec un sportif d'une autre discipline. Le numéro un français, c'est ça, si j'ai bien presque. suivi. C'est ça, Ouais, ouais. Non, je l'ai été longtemps, tu mais l'as été. il y a des petits jeunes qui tapent derrière et qui me sont passés devant récemment. Mais disons que oui, je fais toujours partie des meilleurs joueurs français et capitaine de l'équipe de France féminine depuis peu. D'accord, super. Voilà, Ok. voilà. Bon, j'en profite pour remercier aussi Paul-Henri Mathieu. C'est notre ami en commun qui nous a permis aujourd'hui de se connecter. Donc c'est cool. Je remercie Polo. Ouais. Je t'ai vu pendant ce confinement. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui nous disent j'ai été maître d'école. Moi, je t'ai vu prof de sport dans ton appartement pendant le confinement. Avec le petit, tu as essayé quand même de lui faire un peu de sport. Ouais, c'est vrai que bah, dès le début, en tout cas, j'ai essayé de mettre une petite routine en place pour justement essayer de ne pas faire que toutes les journées se ressemblent et Ouais. voilà, entre la semaine où il faut le faire travailler, il y a l'école, les devoirs, et puis essayer de faire un peu comme il avait l'habitude de faire, c'est-à-dire le week-end, d'habitude c'était soit les matchs de foot ou les matchs de basket. En tout cas, Ah, on a perdu Thierry. ah, tu m'entends? Tu m'as perdu là? Ça y est, je te Ah, retrouve. ok. Donc, oui, je disais que le week-end, j'ai essayé de mettre en place des petites activités pour bouger un peu plus que tout le reste de la semaine, même si, voilà, c'est un petit garçon qui a 9 ans, donc il a quand même de l'énergie Il et a du il jus, ouais. bouge un peu tous les jours. Mais le week-end, d'essayer de faire un peu des activités différentes que de jouer au foot dans le couloir. Et c'est pour ça que j'ai fait des petits mini-jeux olympiques, voilà, des challenges avec des raquettes de tennis, de paddle, un peu tout ce qu'on trouve On a et tout qu'on a vu, à ouais. dispo, quoi, voilà. Du coup, ton fils, il se voit pas du tout joueur de hand. Tu disais qu'il joue au foot et au basket, c'est ça? Ouais, mais depuis le début du confinement, quand même, on fait des entraînements Ah, presque tous les jours le soir pour qu'il bouge un peu. Et ouais. vu que là où je suis un peu le meilleur quand même, pour Oui, lui, c'est pour clair. lui, pour lui apprendre bien, bah, du coup, il fait du handball et il aime plutôt bien. Parce que je veux pas lui apprendre le tennis ou en tout cas, j'essaye de lui donner des petits trucs, mais bon, dans un appart, c'est pas évident. Et de donner des conseils qui seraient pas forcément justes. Je préfère rester sur ma discipline. Et du coup, lui, t'as dit son âge, hein, il a 9 ans. Il, Ouais. il, il mesure qui est son papa dans le handball mondial ou pas tant que ça? Je pense que là où je suis content, c'est que voilà, il a pu quand même voir sur la fin de ma carrière pas mal de matchs. Donc oui, il a compris, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est intéressé au sport très jeune Ouais, qui a beaucoup, plutôt que de regarder tout le temps des dessins animés à la télé, c'est vrai qu'il avait plutôt tendance à regarder les chaînes de sport. Donc d'accord.
Donc voilà, je pense il a pu mesurer. En tout cas, moi, je suis assez content, voilà, qu'il ait pu voir un peu, me voir jouer, aussi participer à la fête qu'a été le titre de champion du monde en France en 2017. Parce Ouais, que j'ai une fille qui a 17 ans aussi et qui, elle, a eu la chance de pratiquement vivre toute ma carrière, ou en tout cas une exact. grande partie. Ouais. Donc j'étais content aussi que mon fils puisse vivre des moments comme ça. D'accord. Du coup, tu as parlé de ta carrière. Si tu me permets juste de dire ton palmarès, parce qu'aujourd'hui, t'es le sportif français le plus titré de l'histoire, tout sport confondu, évidemment. Alors, ça va pas aller vite, c'est long, mais je vais le faire vite. Tu me dis si je me trompe. 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe d'Europe, 10 championnats de France, 7 Coupes de France, 7 Coupes de la Ligue, 6 championnats d'Allemagne, 6 Coupes d'Allemagne, 4 Super Coupes d'Allemagne, 2 fois champion olympique, 5 fois champion du monde, record en titre, 3 fois champion d'Europe, handballeur de l'année en 2008, l'équivalent du ballon d'or pour les footeux, et élu meilleur gardien de tous les temps en 2010. Je crois que le compte y est, ouais. J'ai pas Non, oublié un championnat régional moins de 14 ans par-ci par-là. non, parce que à 14 ans, j'avais rien gagné encore, donc. Alors, Non, non, c'est juste. Bah, après, je connais les chiffres forcément, et puis j'ai une bonne mémoire. Voilà, ce qui m'a aidé aussi à mon poste, voilà, de gardien. Voilà, les statistiques, c'est quand même quelque chose qu'on retient plutôt bien. Ouais. on va en parler justement. Quand on se retourne aujourd'hui, tu viens de terminer ta carrière, hein, tu as 1 an, je crois. C'est Quand on ça. se retourne sur ce palmarès-là, est-ce que on se rend compte du monument qu'on est pour notre sport? Comment tu l'as vécu, toi, tu dis que tu maîtrises les statistiques, que tu étais après ça. C'était quelque chose d'hyper important pour toi d'être le recordman ou finalement c'est venu petit à petit? Non, oui, c'est forcément quand j'ai commencé ma carrière, jamais j'aurais pu imaginer gagner autant de titres et je peux pas dire que quand j'ai commencé, c'était un objectif de gagner tout ce que j'ai eu la chance de remporter. Ce qui est sûr, c'est que par contre, je me suis fixé des objectifs à chaque fois de plus en plus grands, de plus en plus importants. Euh, au début, c'était pouvoir jouer en première division un jour. Voilà, parce que participer aux Jeux Olympiques, oui, quand tu es petit, t'en rêves. Bien Après, sûr, bien est-ce sûr. que c'est vraiment un objectif ou est-ce que c'est plus du domaine du rêve? Il y a une petite nuance qui pour moi, a fait que d'abord, mon objectif, c'était vraiment de jouer en première division. Et puis, au fur et à mesure, ben, ça grandit. Tu as envie de franchir les étapes, un jour de jouer dans un club un peu plus important pour gagner le titre de champion de France, par exemple. Et puis après, l'objectif d'atteindre l'équipe de France. Et au fur et à mesure, ça grandit. Et puis quand tu gagnes tes premiers titres, ben, tu connais la saveur que procure le fait de gagner. Et puis ben, derrière, tu as envie d'enchaîner parce que faut pas l'oublier, même si j'ai gagné avec l'équipe de France ou en club, j'ai eu la chance de gagner beaucoup de titres. Bah, Ouais, au début, j'étais dans un club à Célestat où on jouait plus pour le maintien, où c'était plus de défaites que de victoires. Et puis, même avec l'équipe de France, il y a eu des périodes où on gagnait pas. Donc, quand on gagne, on savoure. On savoure et puis on a envie on préfère rentrer d'une compétition avec une médaille d'or autour du cou bien que sûr. rentrer sans médaille. Hein. Les titres finalement étaient un peu ton moteur dans ta carrière. Pas de lassitude parce que 20 ans de carrière, quasiment 20 ans de titres. Comment tu il y a une autre question. C'est 20 ans, je sais pas, peut-être 3 générations de handballeurs. Tu me dis si je me trompe, mais comment on fait pour passer à travers les générations et être toujours aussi, s'adapter aussi bien au groupe, à vivre toujours aussi bien qu'un groupe France ou un groupe club, hein, d'ailleurs, puisque les générations, tu les retrouves aussi en club. C'est aussi une performance que d'être capable de s'adapter aux nouveaux qui débarquent, à la fois de les incorporer, puis à la fois de vivre avec eux finalement. Oui, exactement. Après, c'est vrai aussi que bah, dans une carrière, il y a des périodes et il y a des étapes à franchir. Et puis quand tu arrives au début, c'est toi le petit nouveau. Il faut que tu t'intègres dans les équipes dans lesquelles tu es. Et pour parler, par exemple, plus spécifiquement de l'équipe de France, bah, au début, quand tu arrives en équipe de France, bah, tu es, le petit nouveau. Tu essaies juste
de faire en sorte de montrer que tu as le niveau. Et puis, au fur et à mesure, tu gagnes un peu de temps de jeu jusqu'à t'installer un peu plus dans cette équipe de France, même si pour moi, je trouve qu'en équipe de France, on n'est jamais vraiment installé. Je me suis Ouais, jamais vraiment senti installé. Pour moi, c'était toujours l'envie de prouver que je méritais d'être appelé, que mes performances aussi faisaient que je méritais à chaque fois d'être sur le terrain ou dans le groupe. Et puis après, bah, tu deviens un joueur cadre où c'est à toi d'assumer le résultat. Et puis à la fin, quand il y a des petits jeunes qui arrivent et la nouvelle génération et que tu te sens un peu bah, sur la fin, bah, tu sens que c'est aussi le moment de transmettre, ouais. d'accompagner les plus jeunes pour que derrière, justement, cette équipe de France, elle continue de gagner, elle continue d'avoir des résultats. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ça permet aussi à chaque fois, pour moi, ça m'a permis de trouver de nouveaux facteurs de motivation, de nouveaux objectifs. Et puis, j'ai toujours été quelqu'un qui était très exigeant envers moi-même et qui me remettait en question en permanence. Et comme ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, toujours cette envie de prouver, de montrer que j'étais au niveau. Et ben, franchement, jamais, quand j'avais 38 ans ou 40 ans, parce que j'ai arrêté à 40 ans en équipe de France, ben Ouais, justement, dans ces années-là, tu as envie de montrer que tu as encore le niveau, ouais, ouais. même si t'es un vieux, quoi, entre guillemets. Ouais, un vieux dans le sport, hein, mais... Ouais, dans le sport. Et tout ça, j'en discutais l'autre fois avec Valentin Porte, tout ça en plus accompagné d'une génération finalement de joueurs qui sont dans le même objectif. Il y a un objectif commun, ils étaient tous, si j'ai bien compris, hyper responsables et professionnels. Donc au final, l'alchimie et le joueur qui rentre dans l'équipe, ce que m'expliquait Valentin, il se sent bah, petit effectivement, mais il a le sens du devoir, il sait qu'il va devoir assumer et être entouré de ces joueurs-là responsables. Rapidement, ça responsabilise aussi les autres finalement. Oui, c'est vrai que bah, cette génération, elle a été marquée par énormément de très grands joueurs et qui ont continué à chaque fois à se pousser les uns les autres pour justement continuer à gagner et avoir des résultats voilà, pas sur une seule ou deux compétitions, mais sur une dizaine d'années. Et ça on le voyait tous les jours à l'entraînement parce que tout le monde se poussait les uns les autres. Personne n'avait envie d'en faire moins que l'autre. Et quand un jeune joueur, ben, je me rappelle quand des joueurs comme Valentin sont arrivés, ben, très rapidement ils se sont intégrés, mais aussi parce que c'était des joueurs qui, dès le début, ils voyaient que nous, les anciens qui avions gagné beaucoup de titres, on était à fond à l'entraînement. Ben, eux, Ouais, ils ouais. se mettaient forcément avec la même exigence et la même envie, et voire encore plus que ce qu'ils mettaient au quotidien, peut-être en club habituellement. Et derrière, bah, ça a permis aussi qu'il y ait un enchaînement. Quand Valentin est arrivé, je crois que sa deuxième compétition, c'était le championnat d'Europe. On a gagné. Derrière, on a enchaîné Oui. avec 2015 les championnats du monde. Et puis, il y a eu plein de jeunes joueurs qui sont arrivés petit à petit et qui aujourd'hui ont un rôle plus important en équipe de France que ce qu'ils avaient à leur tout début. Mais je pense que ça, c'est le process un peu habituel et c'est ce qui fait aussi que grâce à ça, il y a une équipe de France qui a des résultats depuis 92, ça fait bientôt 30 ans, quoi. Ouais, ouais, les Barjots, ouais. Ouais, ouais. C'est l'exemplarité finalement qui pousse le collectif. On parlait d'adaptation tout à l'heure. Alors il y a l'adaptation génération et puis il y a l'adaptation à un pays aussi. Je crois que tu as fait une grande partie de ta carrière en Allemagne à Kiel, qui est le Real Madrid ou le Barça du handball, avec sans doute le pays où le handball vibre le plus. Ça aussi, ça a été une période importante de ta carrière. Encore une fois, être capable de s'adapter à une nouvelle culture et à un handball peut-être différent, un pays, des attentes. Ouais, ben, moi, je suis alsacien d'origine, hein, donc Je quand sais, j'étais, quand c'était pas j'étais, si dur. voilà, non, mais quand j'étais petit, déjà, je regardais il n'y avait pas toutes les chaînes, il n'y avait pas autant de handball à la télé, et puis donc je regardais beaucoup la Bundesliga, le championnat allemand de handball. Parce on captait les chaînes allemandes et puis quand j'ai eu l'opportunité de partir à Kiel, voilà, ben, c'est vrai que j'étais à ce moment-là à Montpellier, mais j'avais envie de franchir une nouvelle étape dans ma carrière, de découvrir, comme tu l'as dit, un nouveau pays, une nouvelle culture, voilà, et puis de découvrir ce championnat bah, qui faisait rêver, parce qu'à l'époque, le championnat de France, il n'était pas aussi développé que ce qu'il ne peut être aujourd'hui, avec
avec autant de bonnes équipes. Il y avait Montpellier, il y avait Chambéry, mais après le niveau était un peu moins homogène que ce qui peut l'être aujourd'hui. Mhm. Et donc je suis parti à Kiel et c'est vrai que ça a été une expérience de vie extraordinaire. Voilà, je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Ça s'est très bien passé, mais au-delà, on a gagné beaucoup de titres, mais au-delà des titres, ça a été vraiment la capacité à s'intégrer dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, apprendre une nouvelle langue. Ouais. Donc c'était vraiment franchement ça reste un super souvenir et une très très belle étape de ma vie. J'ai mon fils qui est né là-bas aussi D'accord. voilà, bon, il parle pas allemand parce qu'il est rentré, il était trop petit. Puis ma fille, elle a appris là-bas et elle parle encore, mais c'est quand même voilà des expériences qui restent et qui te transforment aussi et qui t'apprennent beaucoup de choses sur toi-même. Alors, c'est marrant, tu me tends la perche. Moi, j'ai envie d'apprendre beaucoup de choses sur toi. Ouais. L'équipe de France, les experts, tout ça, on en a entendu parler. Alors, personne ne maîtrise le sujet, mais enfin, c'est des questions qui sont revenues régulièrement. Moi, j'ai envie de m'intéresser à toi et à ce rôle si particulier de gardien de but de hand. Tu as été élu meilleur gardien de tous les temps, donc forcément, tu vas nous donner un petit peu de big. Comment tu fais quand tu es face à une grande équipe, à des grands adversaires? Comment tu fais pour rentrer dans cette zone-là? Moi, j'appelle ça la zone où tu te sens bien, la zone où tu lis les trajectoires, la zone où tu anticipes un peu plus vite que la veille ou que 5 minutes avant. C'est quoi la clé pour toi? Comment tu fais pour être dans cette zone où tu te sens quasiment imbattable? Ça m'intéresse. Ouais, alors ça va pas être simple, mais ce qui est sûr, c'est que déjà pour arriver dans ces moments-là où tu vois tout un peu plus tôt, un peu plus vite, ben, j'ai envie de dire, ça se prémédite pas, ça se calcule pas. Tu fais le maximum toute la semaine à l'entraînement, voilà, dans ta préparation du match ben, pour arriver dans cet état-là. Mais après, le poste de gardien de but, c'est tellement psychologique, ça se joue tellement à des petits détails que voilà, c'est très difficile d'arriver dans ces moments-là. Forcément, c'est aussi lié à la confiance que tu peux accumuler hein, dans Mhm. l'enchaînement des bons matchs, dans la sensation aussi de maîtriser tous les contours de ce poste si particulier. Pour moi, ça passe déjà par énormément de travail. Je pense que au paddle ou au tennis, on en discutera tout à l'heure, mais il y a énormément de travail de gamme. Et ben, dans le poste de gardien de but, eh ben, c'est déjà beaucoup de travail à l'entraînement, de répétition de parades, de petits gestes, voilà, de pouvoir répéter le plus naturellement possible les gestes qui vont faire que que tu vas pouvoir arrêter le ballon. Et après, quand tu arrives en match, au-delà de tout l'aspect technique à proprement parler qui existe, eh ben, c'est l'aspect psychologique et l'aspect mental qui, pour moi, occupe une part prépondérante dans la performance et dans ta capacité à mettre en échec les tireurs adverses. Et ça va être voilà, par déjà rentrer tout de suite, essayer de rentrer le plus tôt possible dans ton match, c'est-à-dire faire des arrêts le plus vite possible pour justement te commencer à mettre du doute dans l'esprit des tireurs adverses. De l'adversaire. Voilà, et puis toi, bah, te sentir rentrer petit à petit dans ton match. Ça, c'est les jours où tout va bien. Bah, en général, tu commences bien et puis derrière, ça s'enchaîne. Les joueurs, ils doutent et ils sont en échec. Et après, il y a des jours où c'est un peu plus dur de rentrer dans un match. Et ça, c'est un gros travail sur soi qu'il faut avoir parce qu'il faut passer outre la frustration d'encaisser des buts, outre la frustration d'avoir une période difficile dans le match qui peut durer, je ne sais pas, pendant 10 minutes, tu vas pas arrêter le ballon et essayer de revenir petit à petit dans le match parce que dans les moments où les joueurs ils sont en confiance, bah, c'est toi qui te poses des questions. Ok, j'ai vu sur la vidéo, alors on fait beaucoup de travail de vidéo en amont des matchs. D'accord. J'ai vu sur la vidéo qu'il tire beaucoup là quand il tire là, mais si toi tu commences à prendre les buts alors que tu savais qu'il allait tirer là, ben là c'est dur. Tu te dis est-ce qu'il va revenir là, est-ce qu'il va changer? Alors que si tu fais l'arrêt sur les impacts préférentiels des joueurs en face, ben là c'est le joueur en face qui va se poser plus de questions et il va te voir plus grand, enfin voilà, il va chercher plus près des poteaux et du coup il va tirer sur le poteau. Donc
c'est vrai que je pourrais en parler des heures hein, parce que ce poste, Moi, je peux écouter pendant des heures, ouais, hein. non mais il m'est tellement cher, mais c'est un poste aussi qui demande énormément d'expérience, énormément de situations vécues parce que voilà, t'as beau t'entraîner, mais les entraînements c'est bien, mais voilà, comme j'ai dit, l'état psychologique du joueur à l'entraînement, c'est pas le même qu'en match. À C'est clair. l'entraînement, tu peux rater le tir, c'est pas très grave, tu as moins de pression. En match, quand le joueur il arrive, surtout dans les moments clés du match, dans le money time, là il peut avoir le bras qui tremble. Et moi, ça m'arrivait des fois qu'un joueur me mette en échec, c'est-à-dire qu'il marquait tout sur les 50 premières ou 55 premières minutes du match. Mais avec le temps, avec l'expérience, ben, j'ai appris, je me disais, ben, c'est pas grave. Ok, il m'a marqué les 8 ou 9 buts pendant le match, mais si dans les 10 dernières minutes, ben, c'est moi qui le mets en échec, ben, c'est moi qui vais permettre de peut-être de gagner le match si le match il est serré. Après, c'est sûr que c'est mieux si tu as fait une bonne performance pendant tout le match Bien sûr. et que l'écart s'est creusé au fur et à mesure. Je pense que ouais, ce côté psychologique, mental, c'est un côté vraiment très important et moi, je pense que j'ai forgé beaucoup de ma carrière là-dessus, même si j'ai été un gardien aussi qui était très observateur, toujours dans la recherche de l'apprentissage, de la progression. J'ai toujours regardé les autres gardiens, je me suis toujours dit, tiens, qu'est-ce que je ferais moi dans cette situation-là? Comment Il y a un j'aurais vrai travail réagi? derrière. Ouais, et, euh, et je me disais toujours, ah, mais tiens, ça, je peux faire mieux, ça. En fait, j'ai toujours eu aussi une autocritique, comme je disais, très difficile, très dure envers moi-même. Et que, Mhm. en fait, un gardien de but au foot, par exemple, il peut sortir d'un match avec 0 but encaissé. Par contre, Ouais, au hand, c'est impossible. Et, c'est euh, clair. et donc, quand je sortais d'un bon match, même si on avait gagné, ok, j'étais content de mon match, j'étais content de mes arrêts, mais je regardais quand même toujours les 20 ou 25 buts, des fois un peu moins, mais c'était rare d'encaisser moins de buts. Enfin, au début de ma carrière, oui, mais au fur et à mesure, le handball a évolué, il y avait de plus en plus de buts. Euh, je regardais toujours les buts que j'avais encaissés et ce que j'aurais pu faire mieux sur ces buts-là. Donc, en fait, Alors, c'est ça qui, pardon, excuse-moi, c'est ça qui m'a permis de me dire, bah, tant que tu n'as pas atteint la perfection, tu peux toujours progresser. ouais, donc il y a du travail derrière, il y a de la préparation mentale, il y a, tu disais, il y a aussi une part un petit peu d'intox, de rentrer dans la tête du joueur. Moi, j'ai joué au tennis quand on jouait quelqu'un qui servait très très fort et qui faisait beaucoup d'ace. On essayait de changer un peu la position, changer sa vision, qui te voit ou plus loin ou plus près. À l'inverse, il y a une phase de jeu qui est incroyable au handball pour un gardien, c'est le jet à 7 mètres. Le jet à 7 mètres, comment tu rentres dans la tête de l'adversaire? Parce que là, c'est un vrai tête-à-tête. On a l'impression que c'est un espèce de bras de fer mental. T'en as arrêté des dizaines et des dizaines. Il change de tireur quand il y en a un qui est en échec. Donc, on peut pas dire que tu prennes vraiment le dessus sur un, mais il faut que tu prennes le dessus sur plusieurs. C'est quoi l'intox ou qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir le mettre à défaut? Il y a des C'est vrai regards, tu parles, il y a du regard, il y a quelque chose. qu'il y a du regard. Alors déjà, il y a la façon, des fois, tu as le ballon, c'est toi qui vas lui donner. Donc, des fois, tu peux, au lieu de lui donner dans la main, tu peux faire style, tu vas lui donner Tu dans le la main, jettes. tu la laisses tomber. Voilà, pardon, tu vois, Ça tu marche peux ça essayer. vraiment? Non, mais tu peux essayer de le déstabiliser un peu. Après, tu regardes bien dans les yeux aussi, même si voilà, la priorité c'est de regarder le ballon. Mais en général, tu essayes aussi de jouer un peu là-dessus. Si tu l'as arrêté ou si tu as encaissé le but derrière, tu peux quand même essayer de jouer un peu avec lui d'une manière psychologique en le cherchant du regard et en voyant un peu sa réaction parce que même s'il a raté, il peut revenir au tir quand même. Et puis Ouais, après, il y a une part d'instinct. Il y a une part d'instinct. Alors, il y a l'analyse vidéo, bien sûr. Les tireurs de penalty, ils ont quand même des tirs préférentiels, mais ils savent bien sûr. aussi que derrière, ben, les gardiens, ils analysent. Donc, ils sont capables de changer. Et donc, moi, je me rappelle, par exemple, une fois, j'avais joué contre un joueur en Allemagne quand j'étais à Kiel. Et ce joueur, il tirait ses penalties en général beaucoup en bas ou entre les jambes. Donc, Mhm. j'étais prêt dans le match à, à faire une parade basse ou en tout cas à jouer.
sur mon jeu de jambes et fermé entre les jambes. Et puis, il fait sa feinte, et puis au dernier moment, il la remonte la balle. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je suis resté en haut, et les deux fois, je l'ai sorti en haut, alors que dans ma tête, j'étais déterminé à faire une À partir en bas. passe. Mais voilà, après, il y a la part d'instinct, de lecture, qui fait que tu restes en haut. Et après, tu peux travailler aussi sur des timings particuliers. Et là, j'ai l'exemple d'un ailier droit croate qui s'appelle Mirza Zomba, qui était un des meilleurs tireurs croates aux Jeux Olympiques en 2008, en demi-finale, et aux Jeux Olympiques. Et la veille, j'avais demandé à Luc Caballo, voilà, avec qui j'ai été très longtemps en équipe Ouais, de France, et puis qui joue au même poste que lui. Je lui avais demandé qu'on travaille les pénaltys et qu'il essaye de reproduire le timing assez particulier qu'il avait, parce qu'il retardait très longtemps sur une d'accord. jambe. Et du coup, on avait travaillé ça la veille à l'entraînement. Et puis en match, j'en avais sorti deux. Voilà, donc ça montre aussi que on peut travailler sur ce poste-là de gardien, sur les impacts, sur des timings de déclenchement du tir. Sur le jet à 7 mètres, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Il y a un timing maximum. Le joueur, il a un temps pour tirer ou pas? Je me souviens Ouais, pas. il Excuse-moi. a 3 secondes. Il a 3 secondes, comme sur un jet franc, comme sur un. En gros, comme D'accord. un joueur, il a le droit d'avoir son ballon 3 secondes en main, mais pas plus. C'est-à-dire que soit sinon, il faut qu'il D'accord. dribble ou qu'il fasse Oui, une oui. passe Oui, ou qu'il tire. au jet de 7 mètres, on a l'impression que les mecs ils font tellement de feintes et de gestuels que ça dure parfois Ouais, plus que 3 secondes. C'est possible ouais. ou pas? Ouais, c'est possible, hein. Des fois, ça peut. Ouais. Enfin, 3 4 secondes max. Mais normalement, les arbitres, ils doivent le voir. Et puis, enfin, normalement, ils font une feinte, deux feintes. Après, normalement, si tu fais une troisième feinte et que tu tires, normalement, en gros, c'est dur de Guillaume, faire. C'est dur de Guillaume rester dans les Joly, 3 secondes, hein. Guillaume Joly, des feintes, il les envoyait avec le corps, avec le bras, il se déhanchait là dans tous les sens avant de tirer. Et j'imagine que c'est assez déroutant. Euh, Petite question, tu parlais d'intox et de rentrer un peu dans la tête du mec. Toi particulièrement, mais tous les gardiens de hand postent une parade, jet de 7 mètres ou pas. Vous levez les bras, vous criez fort, vous vous relâchez. Est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est aussi un vrai message que je t'envoie à l'adversaire en mode oh Coco, je suis là, quoi, tu vas pas passer. Ouais. Ben, en gros, moi, c'est pas quelque chose que je faisais forcément au début de ma carrière. Ah, J'étais d'accord. plus un gardien. Euh, voilà, je faisais mes parades. Mais au fur et à mesure, ben, j'ai appris à être un peu plus extraverti, à manifester plus ma joie, à vibrer avec le public, parce que je trouve que c'est quelque chose de très important de montrer une présence à tes coéquipiers, de montrer Ouais, que tu es là. Et ouais, puis à tes adversaires aussi, peut-être de rentrer encore un peu plus dans leur tête, parce que quand ils te voient, voilà, après un arrêt, en train de jubiler avec le public, eh ben, ils se disent, voilà, il est là, il est présent. Et vu que nous, on est quand même séparés, on n'est pas comme les joueurs de champ qui sont avec les autres joueurs, qui peuvent se parler, tout ça. Enfin, on peut se parler, mais il y a quand même 6 mètres d'écart entre bien sûr. la ligne de but et la zone. Donc, c'est important de montrer qu'on fait vraiment partie du collectif. Et le Pas public, juste un j'imagine. petit. Il y a Vincent Clerc, je crois, Ah, qui était. putain. Je crois qu'il était avec toi là, il y a Vincent, pas c'est un longtemps. amoureux de paddle. Ouais, il était Ouais. avec moi aussi. C'est un amoureux de Donc, tous les sports. Je lui passe le bonjour. Comme passe le d'habitude, mes bonjour aussi. commentaires se sont bloqués à un long Ah ouais? commentaire. Donc, malheureusement, je les ai pas tous. Euh, Ok. je voulais rebondir là-dessus. Le public, ça t'aide aussi à rentrer dans la zone. Il y a un effet euphorisant au tennis. Quand le joueur il commence à être bien et qu'il est poussé par le public, bah naturellement il y a quand même des choses qui se passent. L'adrénaline venant, tu deviens plus concentré, puis tu vois bah, la balle plus vite, les coups sortent mieux. C'est pareil au handball, j'imagine. Pourtant, tu touches pas le ballon comme nous, on tape la balle toutes les 2 secondes, quoi. Non, après, c'est vrai que au poste de gardien notamment, c'est assez particulier parce qu'il y a ces périodes un peu de coupure quand l'équipe est Ah en ouais? attaque. Mais ça te permet aussi justement de prendre encore un peu plus la mesure de l'ambiance De et du l'énergie. public, ouais, de prendre, ouais, d'accumuler toute cette énergie qui vient des supporters. Et puis après, par contre, tu es concerné sur toutes les actions défensives. C'est-à-dire que c'est toi qui vas être là pour terminer le travail de ta défense. Donc là, il faut une concentration maximale pendant
je sais pas, les attaques, elles peuvent durer, des fois, ça va très vite, hein, ça tire au bout de 10 ou 15 secondes, mais des fois, ça peut durer une minute 30. Ouais. Et du coup, c'est quand même des moments où il faut être très concentré. Moi, ce que j'aimais pas trop, des fois, c'est quand ma défense, elle défendait vraiment très bien et que du coup, tu n'avais pas de tir cadré où il y avait que des pertes de balles pendant 3, 4, 5 minutes et que Et tu ne oui. touches pas de ballon. Et ça, Du coup, celui qui est cadré, il est dur à choper pour le coup parce que tu es sorti un peu du rythme. voilà, exactement. Et du coup, moi, je préfère que la défense. Il faut que la défense, elle défende bien, mais que derrière, quand même, tu aies un peu Tu de préfères taf. toucher le ballon. Voilà, c'est quand même mieux. Écoute, Thierry, super. Là, c'est vraiment des notions. Moi, ça m'intéresse. Je voulais vraiment parler de ton poste de gardien qui est particulier. On aurait pu parler des experts des Jeux Olympiques, de plein de choses. Mais on en a tellement parlé, on n'en cessera jamais d'en parler. Si juste tu dois retenir, alors je veux pas que tu me dises quel est le titre le plus important parce que c'est impossible, mais le match qui t'a fait le plus vibrer à gagner, c'est lequel? Et t'en as gagné beaucoup, mais si tu dois en sortir un, et Ouais, je sais pas, une émotion particulière ou un scénario incroyable. euh, bon, après, c'est dur de sortir un seul match. Mais Ouais, mais après, c'est dur de sortir un seul titre. C'est ça ouais, le ouais, problème ouais. avec toi. Non, mais si je dois choisir un match, forcément, ce serait la finale des Jeux Olympiques de 2008. Ouais. Parce que derrière, il y a le premier titre olympique au bout. C'était aussi, je me rappelle de mon avant-match où j'étais, je disais pas un mot. D'habitude, quand même, quand tu t'échauffes, je parle à l'échauffement, on s'échauffait dans une petite salle qui n'était pas la salle de match. Et, euh, Ouais. et on s'échauffait. Puis, je sais pas, d'habitude, il y avait cette pression, enfin, ce sentiment de se dire, voilà, tu es en finale des Jeux Olympiques, c'est là où tu as envie d'être, où tout le monde a envie d'être. Mais voilà, de pas laisser passer cette chance d'être un jour champion olympique, c'est quand même Mhm. une pression énorme. Et pendant les 30 minutes d'échauffement, ben, je crois que j'ai pas lâché un mot. En tout cas, j'étais vraiment concentré, focus, mais en même temps avec cette pression, voilà, mais que je prenais, que derrière j'ai pris vraiment de manière positive parce que je me dis, t'as Ah pas le ouais. droit de laisser passer. L'événement t'a pas tétanisé finalement, au contraire. Ouais, ben, quand je me remémore comment j'étais avant le match, je me dis, ben, c'était quand même particulier, mais finalement derrière j'ai fait une finale, j'ai fait une super finale et on a gagné. Mais voilà, parce que je pense que ce match était tellement particulier. Enfin voilà, une finale des Jeux Olympiques, je pense que pour un athlète, c'est le rêve suprême de pouvoir disputer un tel match. Et voilà, de ne pas avoir envie de laisser passer cette médaille d'or. Donc derrière, la joie qu'il y a eu derrière, c'était un moment très fort. Ouais. Et puis le handball français le méritait parce que depuis les Barjots en 92, on en a rêvé de ce titre olympique. Ouais, j'imagine l'émotion que ça engendre. Mhm. Aujourd'hui, tu es retraité, sportivement parlant, mais Ouais, je sais que tu fais encore beaucoup de sport et que tu as touché à beaucoup de sports. tu as découvert le paddle il n'y a pas très très longtemps, je crois. Euh, c'est ça. raconte-moi un petit peu, Ouais. euh, raconte-moi un petit peu ta première fois et comment tu as découvert le paddle. Comment tu es arrivé sur un terrain de paddle? Alors, moi, j'ai toujours été, comme je disais, passionné de sport et aussi de pas mal de sports de raquettes, hein. J'ai un frère jumeau, je ne sais pas si tu sais, mais Je sais. qui a fait du handball, voilà, qui a longtemps joué en première division. Et puis quand on était petit, l'été, on jouait beaucoup au tennis tous les deux. On n'a jamais pris Mhm. de cours, hein, on allait juste jouer tous les deux. Et puis, et un peu comme beaucoup aussi à l'époque de Roland Garros, c'est comme tous les Oui, enfants, quand il y a bien sûr. Roland, voilà, tu vas jouer au tennis. Et puis après, j'ai fait un peu de badminton quand j'étais jeune, sur des stages. Et puis, quand j'étais, quand, quand j'avais des périodes de creux où je voulais m'entretenir, bah, c'était le tennis qui revenait. D'accord. J'ai fait aussi un peu de squash, pas mal de squash. Et puis après, j'ai Tu t'es entendu entraîné parler. finalement. Tu t'es entraîné finalement pour arriver sur un terrain de paddle, quoi. Ouais, voilà. Bah après, je me dis, j'ai entendu parler du paddle et je me dis, bah, je me débrouille un peu au tennis, je me débrouille un peu au squash. Et du Parfait. coup, voilà, j'ai toujours eu envie d'essayer.
Et puis, je crois que c'est la première fois que j'ai joué, c'était il y a 2 ans, pendant le mois de janvier, vu que j'avais arrêté l'équipe de France. Ouais, Euh, on était allé aux Pyramides à Marly-le-Roi, là, pas très loin, ouais, avec les joueurs. On avait organisé ça pour justement faire une petite activité dérivative pendant que les joueurs internationaux étaient partis avec leur sélection. Et puis, c'était la première d'accord. fois où j'ai découvert ce sport et ça m'a tout de suite plu. Ça m'a tout de suite plu et alors derrière, j'ai pas pu rejouer directement parce que voilà, moi, j'ai du mal quand je suis en carrière, en entraînement de balle et tout ça, à me dire je vais faire d'autres sports qui vont peut-être voilà, me solliciter un peu mon énergie. Et, D'accord. et donc j'ai rejoué, j'ai repris vraiment il y a 6 mois. Et par contre, depuis 6 mois, je joue une fois par semaine à peu près. Et puis je suis allé jouer à Noël avec mon frère jumeau, donc là c'était cool, on jouait ensemble tous les deux. Donc ça Bien. c'est plutôt sympa parce qu'on se comprend bien et puis voilà, le petit feeling entre jumeaux qui permet Bien sûr. de bien s'éclater. Et puis là, je joue avec des amis, collègues au Paris Saint-Germain, des anciens plutôt bons joueurs de tennis. Hein, je sais pas s'ils regardent. J'aurais dit de les regarder. Je sais pas s'ils sont là parce que j'ai pas vu. Mais Fais gaffe, tu vas te faire voilà, je leur fais chambrer, un hein. petit coucou en tout cas. Ouais. Et puis on s'éclate bien. Et franchement, c'est. Et puis j'ai sollicité une fois Paul-Henri Mathieu. J'allais y Ouais. venir, ouais. Et Et c'était vraiment sympa. donc, t'as une vraie fréquence finalement dans ta pratique du paddle aujourd'hui. Qu'est-ce qui aujourd'hui, quand tu joues, ben, te dérange? Et à l'inverse, dans quelle situation de jeu tu te sens plutôt à l'aise? Le Thierry Omeyer, j'imagine que au filet, les réflexes. Moi, je suis très copain avec Valérie Nicolas et quand je joue avec Ouais. elle au paddle, elle m'impressionne par sa capacité à avoir ces réflexes-là. Est-ce que Thierry Omeyer au filet, il est imbattable ou pas? Non, un battle, non, je dirais pas ça, mais c'est vrai que oui, comme Ball, hein, que je salue d'ailleurs, c'est vrai que voilà, le fait d'être gardien de but, oui, ça aide pour les réflexes à la volée. Après, moi, ce que j'ai eu au début, ce qui est difficile à appréhender au paddle, c'est que parfois, il faut vraiment laisser passer la balle. Tu as l'impression que Ouais. c'est mieux, tu peux la prendre avant le rebond ou sans qu'elle tape derrière. Et puis, en fait, au début, tu te dis, j'essaie de les prendre. Et au fur et à mesure du temps et de la pratique, tu apprends que mieux vaut la laisser passer et attendre qu'elle revienne pour la jouer. J'avais pas En mal fait, appris pour te avec donner un, Paul-Henri Mathieu, même si il m'avait pas mal fait progresser. Et j'espère qu'un jour, on ira jouer ensemble hein, pour que tu puisses me. ben, c'est garanti ça. C'est Ouais, garanti. Mais pour te donner un petit truc avec la vitre, c'est ton allié au paddle et c'est un vrai gain de temps. Tu vas le comprendre puisque tu es un grand sportif. Lorsque tu joues avec la vitre, tu arrives à fixer et à gagner du temps pour toi et donc et donc à en donner aussi à ton adversaire qui lui se retrouve dans le doute. Quand tu prends la balle de demi-volée, il sait que la balle va venir d'une certaine manière. ok. Alors que quand tu laisses passer que tu as de temps, tu le fixes, tu es en capacité de le lober, de taper fort, de taper doucement. Finalement, tu lui donnes un doute et toi, tu t'offres du temps. Donc, c'est pour ça que quand tu joues au paddle, la vitre est véritablement ton allié. Ok. Parce que, ouais. Et aussi, dans un sport, par exemple, comme le squash, où tu essayes beaucoup de tirer très fort, au paddle, c'est quand même plus. Faut du toucher, le lob, tu t'apprends que c'est un coup d'attaque, enfin, que Ouais, c'est exactement. Il y a et, Vincent Clerc qui disait, Vincent, il disait, j'ai bien aimé son expression parce qu'on parlait des piliers. Je lui dis, est-ce qu'un pilier au rugby, ça peut être bon sur un terrain de paddle? Il me dit, méfie-toi des piliers, ils sont très coquins et au paddle, il faut être coquin. ah, ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est Donc, vrai c'est que vrai c'est. que c'est une. Bon, en tout cas, franchement, c'est un super sport. Et je trouve que tu peux vite t'éclater. Voilà, après, quand j'ai regardé, je t'avoue, j'ai regardé quelques vidéos. C'est pas tout à fait le même paddle qu'on pratique, toi et moi. Mais, Ouais, mais, mais non, c'est vraiment sympa. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai un ami qui va lancer à Lille un tournoi de célébrité des paddles l'année prochaine d'accord. à Paddle Attitude. Je sais pas Ouais, si ça te parle. ouais, que je connais bien, que je connais bien, Et que je connais bien. il est en train de monter ça et donc j'espère bien m'entraîner pour pouvoir participer à ce Ah bah, tournoi ça tombe bien. d'exhibition. Ça peut être sympa.
Ça tombe bien parce on est aussi sur le projet avec d'autres célébrités, enfin plein de célébrités D'accord. pour monter ce genre d'événement. Donc c'est bien, ça participera à la promotion du sport en France. Donc c'est très cool. Moi, je suis Qu'est-ce partant, que, hein. toi t'es partant pour tout en fait, si j'ai bien compris. Ouais. Bah oui, oui. Est-ce- Et je peux te poser une question? Bien sûr. Ouais, ouais. Toi, ça fait longtemps que tu es au padel? Que tu Alors t'es moi, mis au padel? je fais partie des vieux dans le padel parce Ouais. que j'étais joueur de tennis. J'ai découvert ce sport relativement jeune. Alors je dis relativement jeune, j'avais 25, 26 ans. J'en ai 37 aujourd'hui. Donc j'ai 10 ans de pratique derrière moi, ce qui est beaucoup à l'échelle du paddle français. Oui, ouais, c'est ça. Je suis aussi parti en Espagne vivre pour jouer le World Paddle Tour il y a 3-4 ans. Donc oui, moi je fais partie des anciens. J'ai eu la chance de découvrir ce sport relativement jeune. Je suis passé par le tennis aussi, comme beaucoup de joueurs. Mais aujourd'hui, bah, le paddle se développant, il y a aussi plein de joueurs et joueuses qui découvrent le paddle et qui sont pas forcément issus d'un sport de raquette. Et c'est un petit peu ce que tu disais, c'est que cette capacité à pouvoir t'amuser très vite et à progresser aussi à chaque fois que tu joues, finalement, c'est l'énorme plus-value de ce sport. Ouais, exactement. C'est vrai que en fait, nous, on s'est rendu compte, hein, parce que, comme je disais, je jouais avec des anciens plutôt bons joueurs de tennis. Et, euh, et en fait, on sentait qu'à chaque fois qu'on allait rejouer, eh ben, on franchissait on franchit un palier, en Ouais. fait. Et du coup, c'est vraiment bien. Franchement, on prend vraiment du plaisir à progresser. Et puis c'est bien, il y a des échanges qui durent. Voilà, au début, tu vois, quand on allait jouer les premières fois, bah, les échanges ne duraient pas forcément. Et puis au fur et à mesure du temps, bah, tu dis, ah bah tiens, si les échanges ils durent, parce que je sais plus où j'avais lu un truc, comme quoi au paddle, c'était dur de terminer un point. Ouais, c'est Au clair. début, on trouvait, bah, c'est bizarre quand même. Puis en fait, au fur et à mesure, bah, tu apprends à mieux te placer, à Sûr. être un peu. Parce qu'au début, le plus dur aussi, c'est de comprendre que, en fait, faut jouer, faut beaucoup jouer en avançant et pas. Je sais pas, au tennis, des fois, tu as tendance à reculer un peu. Au paddle, il faut avancer. Et même quand la balle, elle tape la vitre derrière, Ouais. en général, il faut aller à contre-courant de la balle. Oui, oui. Quand tu Sur joues les au tennis, smash tu as la aussi. contre-courant. Exact. En Ouais, fait, c'est pour schématiser, c'est un jeu de gagne-terrain. Donc, évidemment, au filet, tu es plus à l'aise que lorsque tu es au fond. Maintenant, il faut être capable de choisir et de se donner le temps pour jouer une bonne balle qui va te permettre, lorsque tu es au fond, de récupérer le filet. Alors, est-ce que tu le récupères en une fois parce que tu as fait un bon lob, par exemple, et tu te retrouves directement au filet, ou en deux ou trois fois avec bah, des petits coups dans les pieds, un rythme de jeu plus lent pour au fur et à mesure avancer petit à petit dans le terrain et te retrouver au filet. Toi qui étais gardien de but, le cardio, c'était peut-être pas si essentiel pour toi. Au paddle, tu te sens, t'es fatigué quand tu joues, tu transpires, tu mouilles le maillot ou pas? ouais, non, moi je suis. Bah, après, je suis un gardien un peu atypique dans le sens où j'ai toujours plutôt bien. J'ai toujours adoré la préparation physique et pour moi, ça partait aussi d'une bonne préparation physique pour derrière pouvoir être régulier pendant toute la saison. Donc j'ai toujours voulu aussi montrer aux joueurs de champ que j'étais capable de me faire aussi mal qu'eux sur la piste. D'accord. Donc j'ai toujours plutôt bien couru, même jusqu'à la fin de ma carrière, même quand j'avais 40 ou 42 ans, j'étais quand même, j'étais pas dans les derniers sur le foncier. Donc aujourd'hui, ça m'aide pour le paddle et voilà, au niveau cardio, ça va, je tiens plutôt. Mais après, Tu peut-être gères. aussi, c'est parce que voilà, on fait pas des échanges qui durent forcément Quand, encore très longtemps, mais non, non, quand, ça va. Ça, quand on jouera ensemble ou contre, je te ferai faire un peu de avant-arrière, tu vas voir que c'est ouais. fatigant quand même. Ah oui, ah non, non, mais j'ai pas dit que c'est pas. Attention, j'ai pas dit que Ouais, je sais. c'est pas fatigant, mais après, justement, est-ce qu'il y a des, je pense qu'il y a des clubs où tu peux t'inscrire ou comment ça se passe pour il y a un championnat, il y a Alors en en France, France. il y a un circuit français. C'est pas un championnat comme un championnat de club. C'est vraiment, c'est calqué sur le modèle du tennis, hein, avec des tournois un petit peu partout en France qui comptent pour un ranking français. Et D'accord, puis à la fin de la saison, on a les qualifications pour les championnats de France et on joue un championnat de France à part. C'est-à-dire que celui qui a gagné tous les tournois de l'année est numéro un au ranking, mais peut ne pas être champion de France puisque c'est une espèce de coupe en fait, d'accord. le titre de championnat de France. Et puis après, il y a le circuit professionnel où aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs et joueuses qui s'y investissent. Bah parce qu'on y voit sans doute des opportunités futures. On a envie de s'éclater, de se donner les moyens de progresser. Donc beaucoup aujourd'hui, les meilleurs Français vivent en Espagne.
pour pouvoir s'entraîner, profiter des meilleures infrastructures, des coachs qui sont les meilleurs et de vivre un petit peu le rêve de pouvoir rivaliser avec les meilleurs sur le circuit professionnel. Ouais, les meilleurs, c'est les Espagnols. Alors, les C'est meilleurs, pas c'est les Espagnols et les Sud-Américains. Ok. Mais en fait, la majeure partie du circuit se joue en Espagne, puisqu'ici, c'est un sport professionnel. Il y a une vraie économie autour du paddle, qui commence d'ailleurs à être un petit peu de partout dans d'autres pays. Mais malgré tout, le cœur du circuit professionnel, il est à 70% espagnol. Donc, à horizon de 10 ans, 15 ans, dans tous les autres pays européens, lorsque il y a des générations qui vont s'y mettre tôt, à 7, 8, 9 ans, comme toi, tu as commencé le handball ou moi le tennis, bah, naturellement, on compensera un petit peu ce manque de résultats. Et puis après, le paddle deviendra, j'espère, un sport encore plus international avec, pourquoi pas, des Français ou des Italiens dans les meilleurs mondiaux, quoi. Oui, bah là, c'est en train de quand même, je trouve que ça a bien pris. Enfin, ou en tout cas, c'est en train de bien prendre. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas encore des terrains partout. C'est ça? Voilà, c'est un peu. Enfin, moi, par exemple, autour de la région parisienne, c'est pas le plus simple toujours Non, c'est pas pour jouer, facile. hein, mais voilà, donc il faut aussi que ça se développe dans ce secteur-là, je pense. Non, mais Mais c'est un vrai process, effectivement. Il faut d'abord démocratiser la pratique avec la construction de terrain. Et ça, la Fédération française de tennis y essaye. Ensuite, il y a des privés, hein, comme ton pote à Padel Attitude, qui lui a misé un peu sur ce business du paddle. Et puis bon, il nous faut 10-15 ans, c'est sûr. Mais enfin, ce sport aujourd'hui, il est devenu tendance. On a la preuve, hein, il y a plein de sportifs qui s'y sont mis. ouais, c'est cool. Beaucoup de handballeurs. Et la Ouais. question, c'est pourquoi autant de handballeurs jouent au paddle? Est-ce que tu penses que vous avez des vraies aptitudes à performer au paddle ou pas? Valentin Porte, il dit que bientôt, il veut atteindre le top 200 français, quoi. Il est chaud, hein? Ouais, non, mais alors je sais qu'il joue, hein, et j'ai regardé un peu un bout de son interview, donc j'espère pouvoir jouer aussi contre lui très bientôt. Il doit être, bah, lui, il a joué depuis, il a commencé depuis un peu plus longtemps, donc pour l'instant peut-être je laisse, mais je vais progresser vite, je vais m'entraîner, Voilà. T'es un mais travailleur, t'es un bosseur. ouais, ouais, ah oui, oui, ouais, et puis après, quand j'ai envie voilà, j'ai envie de vraiment m'améliorer, de progresser. Après, je pense que j'arrive aussi à vite à assimiler un peu les conseils qu'on peut me donner. Et c'est pour Génial. ça que c'est pour ça que j'aime bien et que si j'ai un jour j'ai l'occasion de pouvoir jouer avec toi, forcément c'est une plus-value extraordinaire hein, pour moi derrière de pouvoir progresser. Hein. Déjà quand j'ai joué avec Polo, Ouais. Paul-Henri Mathieu, c'est vrai que c'était bah, il te donne des petits trucs, même si c'est pas un pro du paddle, mais bon, c'est Non, quand non, même quelqu'un qui, voilà, avec c'est une raquette, évident. il peut tout faire. Il a de la raquette, il peut faire ce qu'il veut, ça c'est sûr. Je Ça c'est l'avais sûr. recruté parce que les deux fois d'avant, j'avais perdu avec mon partenaire contre donc, mes deux potes. Donc je me suis dit, bon, là, je vais prendre une bonne recrue, et puis bon, on avait gagné assez facilement. T'avais prévenu les adversaires que t'avais recruté un mec au mercato ou pas? Ouais, 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 j'en avais dit. Hein. Mais Bah, j'avais écoute, la pression quand moi, même, fallait qu'on gagne, parce que là, si on perdait, je savais que c'était de ma faute. Hein. écoute, moi, l'invitation, elle est lancée. Si par tes obligations professionnelles aujourd'hui au Paris Saint-Germain, tu viens à Barcelone pour la Ligue des Champions, ou si moi je me déplace la région parisienne, on aura l'occasion de partager un bon moment ensemble sur le terrain. Moi, ce Avec serait plaisir. Ouais. évidemment un grand plaisir et un grand honneur de pouvoir te donner quelques clés pour que tu progresses au padel. Et moi, je te poserai encore quelques questions sur la mentalité du poste de gardien de handball. Ça m'attire beaucoup, ça m'intrigue. Pas de souci, avec énormément de plaisir. Bon, bah, génial. Thierry, je te remercie infiniment. C'est bientôt Ouais, l'heure. On va se faire couper par Instagram. ouais, Donc, ok. j'en profite pour te remercier franchement du fond du cœur. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les auditeurs aussi ont été contents. J'espère que tu as passé Ouais. un bon moment. Et puis, maintenant, on n'a plus qu'à s'y mettre, à se lancer des challenges et des défis entre sportifs de haut niveau et s'entraîner pour pouvoir performer. Bah, merci beaucoup à toi, c'était très sympa. Franchement, c'était Voilà. cool. Et puis, moi, j'ai pas, du coup, j'ai même pas trop regardé les messages qui sont passés et tout, mais Moi, je suis bonjour bloqué. à tout le J'en monde vois aucun. voilà, merci pour tous les messages. Merci pour tout. Dimanche, je fais un live, ça va t'intéresser. Toi, tu es champion du monde de handball 5 fois. Là, je reçois un champion du monde de football 98. Lui aussi, Ah, il nous a fait il nous a rêver. fait rêver. Il Ouais. est complètement dingue, absolu de paddle. Je pense que c'est celui qui s'entraîne le plus. Donc, Ok, rendez-vous dimanche à 19h. Je dis pas encore le nom. Je peux juste vous dire que c'était le premier à chanter à Will Survive dans le bus en 98. ok. Ouais, moi, je sais, Ah, je te le dis, mais je c'est dis pas rien. juste.
Bon, merci pour tout. Au top. Merci Merci à toi. Thierry. Prends soin de toi. À très Toi bientôt. aussi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à tous. Je suis désolé, j'ai pas vu les commentaires. C'est terrible. C'est la faute de mon téléphone. Merci pour tout. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dimanche 19h avec un grand joueur de foot qui nous a fait vibrer pour les, pour les plus de 30 ans, évidemment. Allez, passez une très bonne soirée. Bye bye. Merci.